Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. En cette semaine de rentrée scolaire, on va parler tout à l'heure de la rentrée autrement. Ce sera avec Anne Doubinet qui est enseignante à l'ITEP de Sarreguemines et avec Gilles Muller qui est le directeur de l'IME de Sarreguemines. Bonjour et merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour cette émission aujourd'hui. Et je dis avec nous parce que Sandrine aussi est là. Coucou. Salut. Et toi, tu vas nous dévoiler tout à l'heure les réactions suscitées par la question du jour. Mais on commence cette émission à la piscine de Sarralbe avec Thomas Drouin et il n'est pas prêt de se baigner. Et non Julia, pas de baignade aujourd'hui et pour cause. Tout est fermé. En fait, à la piscine de Sarralbe, on a effectué l'habituel vidange. Donc on a vidé le bassin de l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Et en faisant cette vidange, on a décelé quelques petits problèmes au niveau du revêtement du bassin. Alors, des problèmes, ça se répare, sauf que les réparations auront un coût et le tout est de savoir qui payera. Donc, on va faire appel à une expertise judiciaire pour savoir à qui il revient de payer les travaux, sachant que certaines parties sont encore sous garantie. Voilà, donc nous, on va suivre tout ça attentivement dans les semaines à venir. Et c'est la Casque, bien sûr, qui gère tout ça, puisque maintenant, cette piscine est communautaire et relève de la Casque depuis la fusion. Et on vous tiendra, bien sûr, informé de l'évolution de cette situation. En attendant, voici un tour d'horizon de lecture en 60 secondes. Le Grimpe des sapeurs-pompiers tout-terrain. Ils sont une soixantaine seulement à être formés aux interventions en milieu périlleux en Moselle. 14 viennent du centre de secours de Sarreguemines. Le plus souvent, il s'agit d'interventions en hauteur. L'an passé, ils sont intervenus une vingtaine de fois sur le secteur. Bonne nouvelle, MS Mode rouvre ses portes en zone piétonne de Sarreguemines. 9 mois après sa fermeture, le magasin de prêt-à-porter féminin reprend son activité grâce à une offre de reprise validée par le tribunal de commerce. Contrat aidé, coup dur pour les communes. Jugés coûteux et inefficaces par le gouvernement, ce sont les communes et les associations qui en pâtissent. Rien que dans l'environnement scolaire, de nombreux salariés n'ont pas été reconduits et souvent sans préavis. Réhabilitation de l'ancien restaurant La Bonne Table à Neufgrange. Cette magnifique bâtisse laissée à l'abandon sera transformée en logement. Les travaux seraient menés par Dan Lambert, le patron de Blanc-Bleu à Sarreguemines. Une église bondée à Grosse-Blie pour dire au revoir à l'abbé Éric Schneider. Depuis 7 ans, curé de la communauté de paroisse Saint-Gabriel, il remplace comme archiprêtre l'abbé Zapp à Bitche. Son successeur à Grosse-Blie est l'abbé Didier Nierengarten. On aurait surtout bien aimé du changement côté météo, mais pas grand-chose de neuf à l'horizon. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on retrouve un temps sec. Le ciel sera quand même gris et très couvert avec de possibles éclaircies l'après-midi. Les températures minimales iront de 10 à 12 degrés, les maximales de 17 à 20 degrés, avec toujours un petit vent qui vient accentuer la fraîcheur. Demain, nous sommes le jeudi 7 septembre et nous fêtons les Reines. Le soleil nous accompagnera de 6h57 à 20h01. Restez sur Mosaïque, je vous retrouve tout à l'heure pour la question du jour. La météo a en tout cas été particulièrement bénéfique au maïs cette année. iPhone à la main, Francis Hoffman n'a pas hésité à grimper sur l'ensileuse pour nous ramener des images d'une récolte de maïs. Nous partons donc à Étain, dans la ferme Kimmel, où la récolte est sans doute la meilleure de ces 10 dernières années. Le temps est idéal, le sol est sec, le maïs est mûr. Une vaste organisation d'hommes et de machines est déployée. Objectif : récolter 32 hectares de maïs en 2 jours. Cette production permettra de nourrir un cheptel de 350 bêtes pendant 1 an.
Après une année 2016 très difficile, cette récolte, très précoce, est d'un excellent cru. 2017 sera sans doute la meilleure des 10 dernières années. Tellement bonne que 10 hectares ne seront pas mis en silo, mais moissonnés pour récolter le grain. Ces grains donneront de la farine. Ils formeront un concentré et serviront de stock d'appoint pour le bétail. L'investissement dans une ensileuse serait bien trop élevé et c'est la société alsacienne Bonenwitz qui intervient avec ses machines et ses hommes. Je viens d'Allemagne, je suis en apprentissage depuis 2 ans chez Bonenwitz Patrick en Alsace. Nous assurons le pressage du foin et de la paille, l'ensilage de foin, de maïs et la prestation de moissonnage. Bref, toutes sortes de services. La location de l'ensileuse va coûter 90 € de l'hectare, sans compter la consommation de quelques 700 litres de gasoil par jour. La productivité est de 2 hectares à l'heure. Chaque année, cette récolte entraîne une valse incessante de tracteurs et remorques. Ils sont 7 aujourd'hui à assurer l'acheminement. 2 autres tracteurs vont étaler et tasser le maïs dans les silos. Au total, quelques 5000 litres de fioul seront consommés en 2 jours. Au fil des années, les exploitants ont su s'organiser et réunir leurs forces pour travailler ensemble, en alternance, sur les différents sites. Après Étain, c'est à Herbitzheim que la récolte se poursuivra. Et on va maintenant sous la terre, dans un lieu de Sarreguemines peu connu et rarement accessible. À 2 pas du Sacré-Cœur se trouve un abri anti-aérien datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est un lieu qui est bien sûr chargé d'histoire, puisque c'est ici que se sont réfugiés de nombreux Sarregueminois lors des combats de la libération de la ville. Mosaïque a accompagné Raymond Lehmann, témoin de cette page d'histoire. De l'extérieur, rien ne laisse deviner l'existence de ces galeries dans les alentours du Sacré-Cœur. Certes, l'œil curieux repérera les entrées désormais condamnées, mais sans voir les escaliers doubles et les souterrains construits par l'entreprise Ditch lors de la Seconde Guerre mondiale. Initialement prévu pour l'accueil de 3200 personnes, l'abri n'a jamais été terminé, mais il a tout de même servi de refuge pour les civils lors de la libération de la ville. Parmi eux, une partie de la famille de Raymond Lehmann. Il y avait des bancs le long des murs, des bancs faits avec des planches de coffrage, donc c'était pas le grand confort. Il y avait des espèces d'étagères un petit peu au-dessus où les gens pouvaient entreposer leurs vêtements, leur matériel, ce qu'ils avaient emmené. Et finalement, les gens étaient assis, en très grande partie assis. Certains avaient emmené un transat ou quoi que ce soit pour pouvoir s'allonger dessus. Et donc ces transats étaient, ou ces matelas étaient au milieu de l'allée, ce qui fait que finalement il y avait 2 rangées de gens assis et puis une rangée de gens qui étaient couchés au centre, et ça s'arrêtait là. Lui ne s'est pas réfugié ici, il est resté dans le logement familial avec son père. Chaque jour, il venait pourtant dans ces couloirs pour ravitailler les membres de sa famille qui avaient fait le choix de descendre dans l'abri. Je repartais vers le coup de 4h, 5h. Il faisait nuit de bonne heure et je ne voulais pas circuler de nuit, parce qu'au moins là, on pouvait voir que j'étais un civil. Et un jour, eh bien, il y a eu un tir de mortier sur le quartier. Et ce soir-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis resté là et j'ai couché par terre, là, quelque part. Voilà. Descendus pour quelques heures, ceux qui ont pu profiter de cet abri y sont restés près de 2 mois. En effet, si les Américains ont investi la rive gauche dès le 5 décembre 1944, c'est seulement le 21 janvier 1945 que l'abri a été évacué. Vivre ici aura été une épreuve marquante de la vie des Sarregueminois de la rive droite réfugiés 10 mètres sous terre. Ces galeries aujourd'hui vides recèlent donc une page de l'histoire de la ville, une page inaccessible pour le citoyen lambda, mais qui ne doit pas pour autant être oubliée. Peu de personnes peuvent accéder à ces galeries chargées d'histoire, mais il y en a quelques-uns qui les connaissent très bien. Ce sont les pompiers de Sarreguemines, et notamment ceux du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ils sont amenés à intervenir dans des milieux clos et sans lumière de ce type. Reportage de Thomas Drouin pour découvrir ces pompiers tout-terrain et leurs interventions, y compris dans l'obscurité totale. Nous sommes dans un milieu souterrain, complètement noir. Dans un lieu comme ça, on pourrait faire une intervention. Ce qui peut arriver, c'est des gosses qui voudraient jouer à l'explorateur et puis ils rentrent là-dedans et ils se perdent.
Mais une intervention ici ne serait pas des plus compliquées pour le GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ces pompiers sont formés pour intervenir là où les autres ne pourraient pas aller. Pour illustrer ces interventions, il faut remonter à la surface et même prendre un peu de hauteur. Regarde juste le protège-corps qui se met correctement. Ces sapeurs-pompiers sont intégrés au dispositif général. Ils interviennent aussi sur des missions classiques. Mais quand un déclenchement GRIMP est lancé, c'est à cette petite équipe d'y aller. Le plus souvent, il s'agit d'interventions en hauteur. Il y a eu l'an dernier une vingtaine de déclenchements de ce type au centre de Sarreguemines. Ils sont une soixantaine de sapeurs-pompiers seulement à être formés à ce type d'intervention périlleuse en Moselle, donc 14 au centre de secours de Sarreguemines. Si ce nombre est si faible, c'est que la formation est très sélective. Alors en fait, il y a déjà plusieurs tests de présélection. Hein. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tous les sapeurs-pompiers ne peuvent pas devenir GRIMP. Ensuite, il y a plusieurs stages de formation où on acquiert différents niveaux, que ce soit de l'équipier jusqu'au conseiller technique. Vous l'aurez aussi déjà compris, difficile d'être au GRIMP si l'on appréhende le vide. À chaque niveau de formation, ses responsabilités, et si l'intervention nécessite la mise en place de soins, cela n'est pas un problème. Au sein de cette équipe-là, on a également des personnels médicaux, donc que ce soit des infirmiers comme des médecins qui sont également formés à travailler dans les milieux aériens. Parmi les dernières interventions du GRIMP de Sarreguemines, on retrouve le sauvetage en rappel d'un chat sur une corniche non loin de Dabo, ou encore l'évacuation d'une personne victime d'un malaise sur un pylône à plus de 30 mètres de hauteur. Allez, on redescend les pieds sur terre pour la question du jour avec Sandrine. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Le 1er janvier 2018, on passera de 3 à 11 vaccins obligatoires. Les enfants de moins de 12 ans devront donc ajouter 8 vaccins à leur carnet de santé. À Mosaïque, on va avoir votre avis sur la question, alors répondez-nous dans les commentaires et on en discute en direct sur Mosaïque. Question qui pique. Sandrine, c'est effectivement un sujet épineux que nous avons lancé à nos internautes. Comment ont-ils réagi ? Eh bien, à la question « Allez-vous vous faire piquer ?», la majorité ont répondu non, mais vraiment un franc non. C'est le cas qu'on parle de leurs enfants, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est le cas justement pour Eric, Annie, Thierry, Nathalie et Joanie. Jacqueline ajoute même qu'il faut ouvrir une pétition contre les vaccins. Mumu nous dit que c'est du grand n'importe quoi. Et Odélix va un peu plus loin en expliquant « Injecter ce cocktail est complètement irréaliste. De plus, beaucoup de personnes comme ma famille ne peuvent recevoir le vaccin de l'hépatite B à cause d'une maladie dans la famille. Et là, on nous y oblige, touchez pas à nos bébés, mais où va-t-on ? Complètement malade. » Et elle finit par dire « Vive la France !» Donc il y en a qui s'enflamment. Est-ce qu'il y a quand même des réactions un peu plus positives ? Alors je dirais pas positive, je dirais plutôt optimiste, avec quand même certaines réserves. Il y a Kinette qui nous rappelle que les vaccins ont sauvé beaucoup de vies, mais pour elle, les doses seraient à adapter au cas par cas. Francis nous dit, même s'il y a eu parfois quelques échecs par le passé, qui sommes-nous pour affirmer avec certitude que les vaccins sont inutiles ? Nous ne sommes pas des experts. Quand on constate globalement les progrès de la médecine, je pense pour ma part que la confiance est possible. Et là, Marion lui répond qu'ils ne sont pas inutiles, juste hyper toxiques. Et Jay rebondit sur sa question « Qui sommes-nous pour affirmer avec certitude que les vaccins sont inutiles ?» en répondant simplement des cobayes pour voir s'ils fonctionnent. Voilà. Anne Douvinet, vous en dites quoi, vous, de ces nouveaux vaccins obligatoires ? Alors en tant que maman, je vais vous dire que pour moi c'est trop. Je pense que ça peut apporter effectivement du bien dans certains cas, mais à trop forte dose pour nos petits bouts, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et vous, Gilles Muller ? Eh bien écoutez, moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de la tendance là, a priori. Moi j'ai plutôt tendance à faire confiance à la médecine et je suis plutôt pour encourager les gens à se vacciner. On a quand même réussi à éradiquer un certain nombre de maladies depuis plusieurs années et donc bon après sur le dosage etc. je ne pourrais pas vous en dire davantage, mais je suis plutôt favorable à la vaccination. Moi j'encourage les gens à se vacciner, voilà. Ah ben voilà, il a fait passer le message. Bon, ceci dit, le débat reste ouvert. Sandrine, quel est le prochain thème de discussion que tu lances sur Facebook dès cet après-midi ? Alors demain on parlera de téléphone et de travail et de téléphone au travail. Voilà, donc vous allez sur la page Facebook de Mosaïque et vous commentez. Merci beaucoup Sandrine, et donc à demain. Dans un instant, on fait le point sur la rentrée à l'IME et à l'ITEP de Sarreguemines. À tout de suite.
Vous l'attendiez tous. La saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. En cette période, on parle beaucoup de la rentrée scolaire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Mais cette semaine, c'est aussi la rentrée dans les ITEP et les IME. Anne Douvinet, c'est quoi un ITEP ? Alors, un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc qui accueille des enfants de 7 à 17 ans. Et quel est le profil alors des élèves qui sont scolarisés chez vous ? Alors, ce sont des élèves qui ont des troubles du comportement, qui peuvent avoir plusieurs troubles et donc qui ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire. Quels sont les types de troubles, si on peut en décrire un petit peu quelques-uns ? Ça peut aller de dyslexie, dyspraxie, de toutes ces choses qui touchent vraiment la pédagogie, à des enfants qui n'arrivent pas à rester assis ou qui n'arrivent pas bien à parler, pas bien à écrire. Donc voilà. Pas seulement des troubles de l'apprentissage, aussi des troubles du comportement. Tout à fait, avec des violences pour certains même. D'accord. Voilà. Gilles Muller, dans les IME, les instituts médico-éducatifs, c'est un public très différent que vous accueillez. Alors c'est un public très différent. Donc l'IME de Sarreguemines accueille des enfants. Alors le public c'est entre 6 et 20 ans, hein, qui sont des jeunes qui sont orientés par la CDAPH et donc qui sont en situation de handicap. Alors la porte d'entrée dans l'établissement de Sarreguemines, c'est plutôt le handicap mental, le retard mental. Donc c'est des enfants, des jeunes adolescents et des jeunes adultes qui ont un déficit intellectuel et qu'on accompagne malgré ce déficit. On essaie de les accompagner pour leur trouver une situation sociale, professionnelle à terme. Alors vous allez pouvoir nous en parler plus longuement, mais je propose qu'on regarde d'abord quelques images qui ont été filmées par Guillaume Dumonteil à l'IME de Sarreguemines. 8h45 précise, les bus arrivent dans l'enceinte de l'IME, le Himmelsberg. Le personnel est là pour accueillir les enfants. Les salutations sont chaleureuses. Chacun se dirige ensuite vers le bâtiment qui lui est destiné, soit à l'IMP, soit à l'IMPRO ou encore chez le groupe des Farfadets destiné aux jeunes autistes. Cette année à l'IME, les effectifs sont au complet. On y retrouve des enfants de 6 ans jusqu'à des jeunes adultes âgés de 20 ans, voire plus. Ils sont en tout 85. Ils apprennent des bases éducatives, de l'apprentissage à proprement parler, ainsi que des enseignements techniques. Contrairement à l'éducation nationale, les cours ne sont pas découpés en heures, mais en demi-journée. Il y a une grande diversité d'activités proposées. Cet après-midi, je suis à l'internat et on va faire une sortie, mais je ne sais pas où on va aller encore. On retrouve à l'IME des spécialistes médicaux, des assistants médicaux pédagogiques, ainsi que des éducateurs et des moniteurs. L'emploi du temps s'adapte au projet individuel de chaque jeune. Certains élèves ont commencé l'année scolaire le 28 août. Les 10 nouveaux admis sont eux arrivés lundi dernier. Contrairement à leurs homologues scolarisés en milieu ordinaire, à l'IME, les enfants ont 2 fois moins de vacances. Alors ça, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle d'abord de la rentrée, Gilles Muller. Est-ce que c'est un moment important pour les jeunes qui sont chez vous ? Alors c'est un moment qui est toujours très très important. Donc on a une préparation au préalable avec les professionnels avant que les élèves n'arrivent. Et alors c'est surtout un moment important pour les élèves pour les nouveaux élèves qui arrivent, qui étaient auparavant scolarisés à l'éducation nationale. C'est souvent aussi très poignant pour les parents qui ont décidé du passage de relais en institution. Et on est là pour que ça se passe le mieux possible. Et en général, l'intégration se fait très très rapidement dans de très bonnes conditions.
Donc vraiment la journée cruciale de l'année, on va dire. Oui, c'est assez l'accueil est assez fondamental. J'allais dire même l'accueil, comme l'accueil des salariés qui démarrent dans une institution, celui des élèves qui arrivent, qui appréhendent beaucoup l'arrivée dans l'institution, se fait mieux quand c'est préparé et quand on accompagne, quand les jeunes se sentent accueillis. Voilà, on essaie de faire le maximum pour qu'ils se sentent le mieux accueillis possible. Et alors du coup, est-ce qu'ils sont contents de venir et pour les anciens de retrouver les copains le jour de la rentrée? Les anciens sont très contents de revenir parce que les vacances, malgré le fait qu'on ait moins de vacances qu'à l'Éducation nationale, mais les vacances ont quand même été assez longues et souvent ils s'ennuient un petit peu pendant les périodes de vacances. Donc les anciens sont très contents de revenir et puis les nouveaux appréhendent un petit peu, mais ils sont, je pense, également contents d'arriver dans une nouvelle école. Et puis une nouvelle vie quelque part. Anne Douvinet, à l'ITEP, est-ce que les jeunes sont contents de revenir? Alors contents, oui, de retrouver leur marque aussi, de retrouver les adultes, les professionnels et puis leurs copains d'internat et de classe. Après, ils appréhendent aussi un petit peu. Cette année, on a fait un inversement de classe, donc les petits sont passés dans l'autre classe, les grands inversement. Donc un peu tendu, mais ils vont vite prendre leur marque. C'est pareil pour eux, la rentrée, c'est un moment spécifique, un moment clé. Oui, tout à fait. C'est le moment aussi où ils savent que voilà, il va falloir se remettre dans certaines règles, dans certaines dispositions. Donc ils appréhendent, mais ils sont contents quand même en globalité. Et puis je suppose, mais ça doit être le cas dans vos deux établissements, plus particulièrement pour les enfants qui font partie d'une fratrie, c'est important d'avoir la rentrée en même temps que les frères et sœurs? Oui, ça leur fait un peu appartenir aux écoles ordinaires, en fait, de partir au même moment, à la même date, c'est important. Oui, pareil, c'est la rentrée pour tout le monde et au niveau familial, tout le monde se mobilise, quel que soit l'endroit où on va, voilà, c'est un temps fort pour la famille. Et puis un point de repère du coup dans l'année. Alors en revanche, en termes de point de repère, vous disiez au niveau vacances, oui. Là pour le coup, les fratries sont désavantagées. Ah, ça c'est... Il n'y a pas les mêmes dates ou il n'y a pas les mêmes durées de vacances chez vous? Alors bon, il faut rappeler quand même qu'on est un établissement privé conventionné, donc on n'est pas un établissement scolaire, donc on a les gens ont un statut de droit privé et donc on a des congés et donc l'établissement est fermé sur la période de congé des salariés et on a effectivement moins de congés que dans le privé qu'à l'Éducation nationale, mais du coup ça permet d'avoir une prise en charge qui soit plus longue dans l'année. Et c'est d'ailleurs des enfants qui méritent, qui ont besoin d'un accompagnement qui se fasse sur la durée. Et du coup, je pense pour ma part que c'est plutôt profitable aux enfants de venir un petit peu plus dans notre institution. Oui, parce que ça doit être particulièrement difficile pour les familles de gérer la prise en charge, de trouver des occupations, d'encadrer leurs enfants en période de vacances. C'est une vraie question, notamment pour les jeunes en situation de handicap, autant sur les périodes d'ouverture de l'établissement. Ils font un certain nombre de choses dans l'institution, autant sur les périodes où l'établissement est fermé, il y a encore peu de réponses du milieu ordinaire à la prise en charge des enfants en situation de handicap pendant les vacances. Voilà. Donc ça, il pourrait y avoir encore des projets qu'on pourrait travailler autour de cette question. Il y a des choses à faire, ok. À l'ITEP, ça se passe comment les vacances? Les vacances sont les mêmes, en tout cas pour nous professionnels. Après, les enfants arrivent un peu plus tôt. Et ils sont pris en charge par les éducateurs, donc ils intègrent les groupes de l'internat pour ceux qui sont en internat. Et les semi-internes arrivent en même temps que les autres élèves. Et après, les vacances Les vacances sont les mêmes. Simplement au mois de juillet, pareil, ils ont une semaine de plus où ils partent souvent en séjour avec les éducateurs pour finaliser l'année et pour partir dans de bonnes conditions en vacances. D'accord. Si on parle un petit peu des arrivants et notamment des nouveaux arrivants, parce que vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, il y en a certains qui entrent enfants dans vos deux établissements d'ailleurs, et puis il y en a d'autres qui arrivent après avoir par exemple été pendant plusieurs années en école primaire. Ouais. Comment ça se passe l'intégration? Parce que vous disiez c'est particulièrement à ces enfants-là qu'il faut faire attention le jour de la rentrée, mais de manière générale, ils s'intègrent comment? Pour ma part, je trouve qu'ils s'intègrent relativement facilement et assez rapidement parce qu'on propose une
prise en charge qui est assez adaptée à leurs problématiques. Contrairement à ce qui peut être proposé en milieu ordinaire, on a quand même des petits groupes. Le leitmotiv dans l'institution, c'est de faire en sorte que l'institution s'adapte à l'enfant et pas le contraire. Voilà, on essaye de faire du sur-mesure et de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir sa place reconnue dans l'institution. Et du coup, une fois qu'un gamin se sent reconnu dans l'institution, il s'y sent bien et il s'y intègre relativement vite. Donc voilà, tout le projet d'établissement s'articule autour de ce principe-là, de faire en sorte de pouvoir s'adapter à la problématique de chacun et de ne pas plaquer un fonctionnement sur un enfant quand il arrive. Et à l'ITEP, comment ça se passe? Des enfants qui ont été scolarisés en milieu ordinaire et qui se retrouvent aiguillés vers l'ITEP sans forcément l'avoir demandé. Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai, de se retrouver dans une classe dite spécialisée. Ça peut être difficile pour eux, mais comme l'a dit M. Muller, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de différenciation. On s'adapte à chaque élève, aux besoins de chaque élève. Là, on est à une dizaine d'enfants par classe, donc ce qui permet vraiment de travailler avec eux, même si ça fait déjà beaucoup. Si on doit prendre la problématique de chacun, c'est pas toujours évident. Alors l'établissement, l'institution qui s'adapte individuellement aux élèves, dans tout ça, côté enseignement, ça se passe comment? Est-ce que vous avez un petit peu des programmes, un cadre qui est imposé? Alors les enseignants sont... Alors on a à l'IME de Sarreguemines 3 enseignants spécialisés qui travaillent dans le cadre des programmes qui sont préconisés par l'Éducation nationale. Ils sont inspectés comme ça peut être le cas à l'ITEP, et on va travailler plutôt sur les apprentissages scolaires qui vont aller de la grande section de maternelle pour les bons élèves au CM2. Donc on travaille sur les fondamentaux, le calcul, les mathématiques, le français, la géographie, mais on essaye vraiment de... Alors, l'optique de l'IME, c'est de faire en sorte d'être assez pragmatique dans les apprentissages et de leur donner les moyens de pouvoir se débrouiller très rapidement dans la vie de tous les jours. Donc, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel pour leur donner les outils d'autonomie nécessaires à pouvoir ensuite pouvoir se débrouiller tout seul. Et à l'ITEP? Alors, à l'ITEP, Le but premier, c'est surtout de pouvoir leur réapprendre le métier d'élève et tout ce qui tourne autour. Donc effectivement, l'autonomie, très important, le respect des règles. Et après, les programmes, oui, on a des programmes à respecter. C'est difficile de les respecter en s'adaptant à chacun. Ça peut arriver qu'on ait 4-5 niveaux différents dans une classe. Donc c'est pas toujours évident, et c'est vrai qu'on met quand même un point important sur le métier d'élève pour qu'ils puissent retourner et se raccrocher au système scolaire ordinaire. Donc le but, c'est effectivement qu'ils puissent retourner et poursuivre une vie comme tous les autres, voilà. Et comme ce qu'ils avaient finalement avant de venir chez vous, et finalement de retrouver un peu des savoir-être aussi. Tout à fait. Ok. À l'IME, comment ça se passe? Parce que vous le disiez, vous les accueillez jusqu'à à peu près 20 ans. Oui, c'est ça. Et après? Alors après, ça c'est la grande question. Pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 3/4 des jeunes qui quittent l'établissement à 20 ans qui sont orientés en ESAT, qui vont aller travailler dans des établissements spécialisés d'aide par le travail. Et donc le travail qui est fait à l'IME, c'est justement de pouvoir les préparer à tenir un poste de travail en ESAT. Et donc les sorties se font de cette manière-là. Et ensuite, on a d'autres jeunes qui, à 20 ans, ne sont pas tout à fait en mesure de pouvoir tenir un poste de travail. Et pour cela, on va essayer de trouver des institutions pour adultes adaptées à leurs problématiques. Donc ça peut être des foyers occupationnels, ça peut être des maisons d'accueil spécialisées. Il y en a dans le secteur? Alors il y en a. Je pense à la masse d'Aurore Barley Beach. Je pense évidemment à notre ESAT sur Sarreguemines. On travaille avec d'autres établissements sur le secteur. On est parfois en carence de place dans le secteur adulte, et notamment pour ce qui relève des foyers occupationnels où, pour le coup, là, certains jeunes qui, à 20 ans, devraient quitter l'établissement ne le peuvent pas par manque de place dans les établissements pour adultes. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire pour développer, créer quelques places qui puissent répondre à ces jeunes-là. Et à l'IME, ça se passe comment? Vous êtes saturé, une liste d'attente? Alors à l'IME, on est archi complet, on a une liste d'attente, on a des demandes pour lesquelles il faut différer l'admission.
Et voilà, donc là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, voilà. Et on vous souhaite en tous les cas à tous les deux et à vos jeunes une bonne continuation. Merci beaucoup d'être venus témoigner aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.